Pendant 7 jours, l'actualité a été fournie. Nous avons eu des informations ici et là. Les journaux en ont fait utilisation et vous, certainement, mesdames, messieurs, vous en avez commenté. Pendant ces 7 jours, nous avons observé également et à la fin de la semaine, on fait la synthèse et les journalistes se retrouvent sur ce plateau pour commenter l'actualité et faire leur analyse. C'est bien sûr l'émission Club Média 7 qui prend le pouvoir en ce moment et pendant un bon moment, je vais remplacer Lénaïka Gbazaou et puis vous allez le retrouver juste après cette petite saison, pourquoi pas. On installe tout de suite nos invités. Lui, il n'est plus à présenter. L'homme s'appelle Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir. Bonsoir à vous Alain, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la confiance rapport au Ngeli. Allez, alors lui, il s'appelle Edouard Adodé, il nous vient de Parakou, c'est l'autre grande ville de notre pays que je vous invite à visiter. Monsieur Adodé, bonjour, bonsoir. Bonsoir Alain Sochoumé, bonsoir chers téléspectateurs de la télévision nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste également. Alors, mesdames, messieurs, cette émission, on commence par vous faire un petit mémo sur ce qui a constitué l'actualité pendant une semaine. Ça va être avec la revue de presse de Marcella Rossi. Dans la soirée du 9 avril, Johannes Dagnon a remis ses clés et quitté le palais de la Marina, selon Jeune Afrique. Celui qui est souvent présenté comme cousin du chef de l'État était conseiller spécial de ce dernier depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016. Selon Radio France Internationale, qui se fait l'écho d'un limogeage surprise, les deux hommes ont eu une rencontre lundi qui a mal tourné. C'est après que le chef de l'État a décidé de mettre fin à leur collaboration. Cette mise à l'écart avec effet immédiat laisse pantois les Béninois, poursuit Radio France Internationale. L'étau implacable, le bras de fer de Patrice Talon, signe Saturnin comme l'Anrompin dans sa chronique Dans l'autre vision. Tel un ouragan politique, chaque départ marque un pas de plus dans la démonstration de la fermeté inébranlable de Talon, prêt à sacrifier même ses plus proches collaborateurs au nom de ses principes. Candide Azanaï, Hervé Héromain, Barnabé Dassigli, Maxime Quenom, la liste des démissions et limogeages semble interminable, mais elle témoigne surtout de la détermination sans faille de Talon à poursuivre son chemin, quel qu'en soit le prix, estime l'autre vision. Ses départs, loin d'être anodins, révèlent une constante selon le journal. La loyauté envers Talon ne protège pas contre sa poigne autoritaire, que l'on soit ministre ou conseiller spécial. Une lecture plus profonde révèle un homme de caractère déterminé à mener à bien sa vision pour le Bénin. Talon reste fidèle à lui-même, inflexible dans ses convictions et intransigeant dans la poursuite de ses objectifs, même au prix de l'éloignement de ses plus proches alliés, insiste l'autre vision. Interpellation de l'auteur de la vidéo de la bavure policière de Nati Tengou. Est-on en train de réprimer la dénonciation? Vous êtes d'accord qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, les dénonciations semblent plus aisées et généralement des décisions sont prises face aux faits dénoncés. Mais un fait retient l'attention et alimente les débats depuis quelques jours sur la toile, l'arrestation de l'auteur de la vidéo de la bavure policière de Nati Tengou. Est-on en train de réprimer la dénonciation? Comme de nombreux Béninois, Matin Libre pose la question. S'il est vrai que l'interpellation du dénonciateur de Nati Tengou répond logiquement aux prescriptions des dispositions légales en vigueur en République du Bénin, cela est interprété autrement dans l'opinion publique. Les populations y voient une répression de la dénonciation, rapporte Matin Libre. Pour certains, ce n'est pas la première fois que des vidéos sont diffusées sur la toile pour dénoncer des actes attentatoires aux droits de l'homme au Bénin, tandis que pour d'autres, le fait d'interpeller l'auteur de la vidéo reste un acte qui décourage la dénonciation. Selon ces derniers, cela pourrait dissuader d'autres personnes qui, craignant d'être interpellées par la justice, pourraient rester indifférentes face à des situations similaires. Une dizaine de députés du groupe parlementaire Les Démocrates vient de déposer une question d'actualité au gouvernement. Entre autres préoccupations de ces députés, selon Fraternité, il y a la finalité réelle de l'obligation du port de casque au regard des abus commis par les agents de la police lors des opérations. Les députés du groupe parlementaire Les Démocrates souhaitent savoir si la dénonciation par tous les moyens des bavures policières ou d'atteinte des droits humains en
en lieu public est une infraction. Entre autres questions posées, que prévoit le gouvernement pour éviter de pareilles situations et mieux pour prévenir d'éventuelles révoltes des populations? Mais le mercure est monté ce lundi déjà, observe Fraternité. Les populations crient leur ras-le-bol et la hiérarchie policière réagit. Heureusement, la situation tendue à Nati Tengou n'est que la face visible de la très forte frustration ressentie au sein des populations du fait des violences policières subies sur les routes. En revanche, la hiérarchie de la police républicaine n'est pas restée sourde aux cris de cœur. Elle a décidé de sanctionner les agents indélicats et leurs supérieurs directs qui n'ont pas pu prendre leurs responsabilités. Un commissaire d'arrondissement de la ville de Cotonou a été limogé lundi 15 avril 2024 et plusieurs autres fonctionnaires de la police impliqués ou cités auraient été mis aux arrêts. À la une également, la liberté de la presse à l'épreuve au Mali. Juste quelques jours après l'annonce de la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique, c'est au tour de la presse d'être visée. La haute autorité de la communication aurait interdit aux journalistes de couvrir les partis politiques. Une décision qui provoque la colère des médias, à l'image du site d'information malien Bamada.net qui parle d'une directive arbitraire et dépourvu de fondements juridiques. Et il ajoute que la maison de la presse s'est immédiatement mobilisée contre cette tentative de restreindre la liberté d'expression et d'information qu'elle juge inacceptable et qui, selon elle, constitue une atteinte grave à la démocratie et aux droits fondamentaux des citoyens. De son côté, Mali Jet revient sur la suspension des partis politiques et des associations à caractère politique. Sans commentaire, Mali Jet précise que l'annonce a été faite en Conseil des ministres. Sahel Tribune, en revanche, ne cache pas son approbation face à cette suspension et titre « Le Mali à la croisée des chemins, suspension politique ». Pour un dialogue apaisé. Pour le site d'information, il s'agit là d'une décision salvatrice, un appel au calme et à l'unité visant à canaliser l'énergie nationale vers un dialogue constructif et inclusif. Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie, c'est le premier voyage à l'étranger du nouveau président sénégalais. Il a été accueilli par son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani qui avait déjà assisté à son investiture le 2 avril dernier. Rappel Tahalil, il n'en faut pas plus au site d'information mauritanien pour affirmer que les deux hommes filent le parfait amour. Une visite stratégique et symbolique qui témoigne de la volonté du président sénégalais de consolider les liens de bon voisinage qui unissent les deux pays, à l'instar de son prédécesseur, commente Radio France Internationale. Le Sénégal et la Mauritanie partagent, qui plus est, des intérêts communs et notamment le projet d'exploitation du gisement Grand Tortue, vaste champ gazier qui est à cheval sur la frontière maritime sénégalo-mauritanienne et qui est considéré comme l'un des plus importants gisements en Afrique de l'Ouest. Les quotidiens sénégalais, dans leur ensemble, y voient une consolidation des liens entre les peuples. Enfin, conclut à Lille, au-delà des préoccupations économiques et sécuritaires, la visite du nouveau président sénégalais en Mauritanie peut être aussi perçue comme une rupture avec la manière de faire de certains chefs d'État, notamment francophones, qui, dès leur prise de fonction, s'empressent de se rendre à Paris pour se faire adouber par le grand maître. Après la revue de presse, mesdames, messieurs, nous revenons donc pour le débat de ce jour et nous avons en page nation 3 sujets et en page internationale, on va aborder donc le cas du Sénégal où le président Diomaye Faye commence par prendre ses marques. Mais avant, on reste dans notre pays avec l'actualité qui défraie la chronique, la répression de la police républicaine pour non-port de casque. Alphonse Moïse Soudé, on est bien partagé entre exaltation et exaspération. Oui, et je crois que la mission première de la police, c'est de nous protéger. Et comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas été suffisamment sensibilisés. On n'a pas besoin forcément de nous donner des contraventions pour nous punir. On devrait amener les citoyens à comprendre pourquoi existe-t-on le port de casque. Mais j'ai constaté, c'est vrai qu'à certains carrefours, mais depuis quelques jours, je crois que la température a baissé. Mais avant que la température ne baisse, mais oui, c'était compliqué. J'ai dit, je venais une fois à l'ORTB, j'ai vu un jeune policier, je ne sais pas sur quoi il s'est basé pour enjamber la roue avant d'une moto en pleine circulation. Je dis, mais il se prend pour qui? Si vous tombiez sur un citoyen qui avait déjà des soucis, mais il va vous écraser les gonades.
Et là, on va parler de notre problème. Je dis, on peut contrôler dans la courtoisie, dans la politesse. Si l'État vous envoie, c'est parce que l'État a confiance en vous. Et ceux que vous contrôlez sont vos compatriotes, sont vos parents. Donc vous devez aller avec la douceur. Parce que la violence avec laquelle on a commencé par nous contrôler, vous avez vu les commentaires, on dit désormais que la police serait devenue un poumon de l'économie nationale. On veut nous prendre de l'argent. Les gens l'ont dit clairement. Et c'est entré dans les oreilles des autorités de la police. On dit contrôler, d'accord. Mais soyons courtois, soyons gentils. Parce que si on se met à mater nos compatriotes, ça va donner quoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus peur de rien parce qu'ils vous disent je n'arrive pas à assurer les 2 repas par jour, maintenant on me fait des misères, j'affronte qui je veux, quitte à moi de me retrouver en prison. Parce qu'aujourd'hui la prison, beaucoup n'ont plus peur de la prison. Si il s'agit de se défendre, ils le font. Donc moi je voudrais demander aux forces de l'ordre de sécurité, ils sont là pour nous protéger. Tous les citoyens, c'est vrai qu'on ne peut pas exiger de tous les citoyens d'avoir le même comportement. Il y aura toujours des déviances, mais la police est là pour nous indiquer le chemin à suivre, pas pour nous mater. Parce que quand on vous mate, vous savez que, bon, en conclusion, on vous mate, on va vous jeter en garde à vue pour 3 jours, vous ne créez plus rien. Et ce n'est pas ça qu'on veut, ce n'est pas ça que le chef de l'État a demandé. On a dit qu'il faut que les Béninois prennent l'habitude de mettre leur casque. Et vous savez, l'achat de casque, c'est un peu compliqué, parce que c'est une question de pouvoir d'achat. Et j'ai dit, on ne nous a pas indiqué quelle qualité de casque nous devons acheter, on nous a juste dit, désormais, il faut mettre les casques. Ça va poser problème. Moi, ce qui m'a un peu fait mal, c'est la ceinture qui se trouve nous. Bon Dieu, parce que des gens ont oublié de mettre le casque, on leur a foutu la contravention. Et c'est compliqué. Et donc, je veux qu'on fasse le travail, mais qu'on fasse le travail dans la sagesse. D'accord. Alors, M. Edouard Dodé, dites-nous, entre exaspération et exaltation, est-ce que le zèle noté remarquable de certains policiers est compréhensible? Bon, le zèle, il est difficile de comprendre le zèle, surtout lorsqu'il y a essai de zèle, c'est difficile de comprendre. C'est bien de faire son travail avec zèle parce qu'ils sont payés pour ça, et ils sont engagés pour notre sécurité. Et le sujet en question, c'est pour notre propre bien. On ne demande pas de porter le casque pour le bien d'autrui, on porte le casque pour soi-même, pour sa vie. Et le Bénin a besoin de ses citoyens, de tous ses citoyens, pour sa construction. Donc je pense bien que ces policiers ont besoin du zèle pour faire le travail. D'abord, à chacun de nous, nous avons besoin du zèle. Mais lorsque c'est à l'essai, c'est là le problème se pose. Parce qu'aujourd'hui, tous les Béninois ont l'impression qu'il y a de l'essai dans ce zèle. C'est comme s'il y a une pression sur la police. Quand moi je suis en face des policiers, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une pression qui ne dit pas son nom sur chaque policier et on doit pouvoir faire le travail. Et c'est à croire que c'est le seul travail. Je ne vous arrête pas, mais cette pression viendrait d'où? Bon, s'il y a de pression, moi je ne saurais le dire parce que nous n'avons pas eu d'explication à cette pression, puisque chaque fois que les autorités de la police sortent, c'est pour nous dire que non, c'est des brebis galeuses qui essaient de poser ces actes. Mais en réalité, quand vous prenez la plupart des policiers sur le terrain, c'est pratiquement les mêmes comportements qu'on a. Ce n'est pas qu'il y a un policier qui se montre doux et l'autre non, aujourd'hui c'est comme si c'est à l'unisson que l'essai de zèle est déployé sur le terrain, ce qui amène chaque Béninois à poser la question, qu'est-ce qui est derrière cette répression? Est-ce que c'est vraiment pour préserver des vies qu'on instaure cette répression ou c'est pour amener les Béninois à être craintifs par rapport à des visées politiques non avouées? Parce que jusqu'à présent, moi je me pose cette question, qu'est-ce qu'on cherche réellement? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, quand un Béninois veut sortir, que ce soit à moto ou avec sa voiture, on prie beaucoup, parce qu'on ne sait pas quelle infraction, dans quelle infraction on peut tomber, puisque aujourd'hui, quand vous voyez la façon dont l'opération se déroule, on donne la latitude, on donne la largesse aux policiers de vous coller n'importe quelle infraction. Moi, j'ai été témoin de cela dans un commissariat où un jeune homme est venu pour dire qu'un policier l'a arrêté juste parce que le policier aurait estimé que son pneu avant, il y a trop d'air dans son pneu avant. Ah, pas que le pneu est usé, mais que le pneu aurait été surgonflé. Je me suis dit, mais quel est l'appareil utilisé par le policier pour détecter cette infraction? Donc, il y a trop d'actions dans cette affaire-là. Il faudrait que les autorités nous rappellent la police à l'ordre. Moi, je ne dis pas qu'on arrête l'opération. Comme je l'ai dit à l'entame, c'est pour notre propre bien. Quand vous portez votre casque, quand vous mettez votre ceinture de sécurité, c'est pour votre propre bien en cas de danger.
Mais si on doit nous obliger à faire notre bonheur avec autant de force, autant de zèle, autant d'essais de zèle, de débordement, de débauche d'énergie, je pense bien qu'il y a une idée derrière qu'on n'explique pas aux Béninois, où il y a une visée, on cherche forcément à atteindre un but, mais on ne veut pas du coup montrer le but. Donc, mais je pense bien que si c'est pour rendre les Béninois craintifs par rapport à autre chose, à des questions politiques, je pense bien que celui qui est derrière cette pression a tiré déjà à terre, parce que les Béninois, comme l'a dit le doyen Sodé, sont déjà dépassés par les événements. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe sur nos routes, la façon dont les usagers sont prêts à en découdre avec la police, affronter les policiers, ne craignent plus les armes. Je pense bien qu'il y a une question qui se pose. Edouard Dodé, je ne vous arrête pas, mais je reviens vers vous. Mais Alphonse Moïse Soudé, on a vu la police monter au créneau il y a quelques jours, où dans son discours vers la fin, le directeur général de la police républicaine, M. Yaya, disait... après avoir appelé les citoyens au calme, il disait, pour conclure, mais la violence appelle la violence. Venant d'une autorité, quelle est votre analyse? La violence ne peut pas appeler la violence. Ce n'est pas possible. Un citoyen peut être violent, mais la police a les moyens de maîtriser un citoyen violent. Parce que quand vous dites ça, moi, j'évite d'affronter l'homme en uniforme qui a une arme. Parce que j'ai vécu dans une gendarmerie pendant 3 ans. J'ai vécu, c'est-à-dire logé là pendant 3 ans. Et je sais ce que ça veut dire. Et je dis, moi je respecte les hommes en uniforme. Mais en retour, il faudrait que les hommes en uniforme nous respectent. Nous respectent. Si nous sommes en faute, on peut nous faire comprendre que il y a plusieurs façons de nous faire comprendre que nous sommes en faute. Entre-temps, on vous dit, on vous explique la faute. J'ai vu des policiers expliquer la faute avant de vous coller la contravention. Et le citoyen, gentiment, ayant compris sa faute, a payé tranquillement et a continué son chemin. On a bien l'impression aujourd'hui que cette étape d'explication est dépassée, puisque nous avons vu les images sur les réseaux sociaux où des policiers se sont mis à fracasser les côtes à un citoyen. L'a fait déjà. Il y a plusieurs discours qui ont exacerbé les Béninois. Le porte-parole avait déjà dit qu'on n'a pas le droit de critiquer la police. Le porte-parole de la police avait fait une sortie, il a dit qu'on n'a pas le droit de critiquer la police. Et maintenant, on n'a plus le droit de filmer les incidents avec la police. On dit, si vous filmez, donc vous allez garder l'image à votre niveau, vous allez vous plaindre à qui de droit. Mais moi, je crains que, arrivé là-bas, qu'on vous donne l'ordre de supprimer. De supprimer la vidéo de votre téléphone. Filmer n'est pas la faute, mais c'est publier qui serait la faute. Mais oui, selon écoutez, le code je suis d'accord. Si on n'avait pas filmé ce qui s'est passé au nord du Bénin, qui aurait su qu'on a fracassé les côtes à un citoyen? Personne. Donc je dis, dans d'autres pays, c'est ça qui aide la police. Aujourd'hui, j'ai vu le directeur général de la police nous appeler les citoyens à la collaboration. Les citoyens ont commencé par prendre peur. Ce qui s'est passé dans la semaine avec Père, on n'a pas le visuel, il n'y a pas de témoin, personne ne peut situer les responsabilités. Dans ce cas, il y aurait eu mort d'homme. Voilà, donc il faut que la police rassure les citoyens. Parce que sans les citoyens, la police ne peut pas faire son travail. Parce que c'est nous qui vivons dans les quartiers, nous savons où se trouvent les malfrats, où se trouvent nos compatriotes qui font du mal à la société. Donc je dis, il faut revoir le discours. On ne peut pas dire, faites un tour. Les villes environnantes, moi, vers les Togben, machin, mais j'ai vu des jeunes rouler sans casque, à toute vitesse. Et ils passent même devant les forces de sécurité. J'ai vu dans le feu de Marina, quelqu'un à qui on a arraché la clé, il sort la seconde clé de sa poche, il démarre et il dit oh aux policiers. J'en ai vu qui sont passés devant les policiers sans casque et j'ai dit mais ça c'est des comportements à décourager. Mais il faut que la police prenne ses responsabilités. Si on veut assurer notre sécurité, je suis d'accord, mais il faut qu'on fasse. Parce qu'aujourd'hui, des gens ont commencé par avoir peur de la police. Les gens ont même peur d'aller dénoncer à la police, parce qu'arriver là-bas, ça pose problème. Moi, je dis, les policiers sont des êtres humains comme nous. Ils sont d'une famille. Il faudrait que les chefs de la police parlent aux agents de la police. La violence ne peut jamais
appeler la violence. Il faut prôner la paix. Parce que celui qui a une arme et le patron dit la violence appelle la paix, ça veut dire que quand il se sent en difficulté, il va tirer sur n'importe qui. Et là, ça pose un problème. Moi, je dis non, je voudrais qu'on... Parce qu'il n'est pas exclu quand même que dans le rang de la police républicaine, que certains policiers n'arrivent pas à comprendre cela. Vous savez, c'est en cela que parfois, quand je parle du Parlement, les gens ne me comprennent pas. Depuis que ça a commencé, est-ce qu'il y a eu des questions orales avec débat des parlementaires à l'endroit du gouvernement? Il faut le faire. Je dis questions orales avec débat. Pour qu'on nous explique pourquoi ça se passe comme ça. Parce que dans la tête des Béninois, il y a beaucoup de choses qu'on dit. On dit, mais peut-être c'est pour nous museler pour 2026, c'est pour nous. Il faut qu'on parle pour rassurer. Parce que la sortie du directeur général de la police républicaine n'a pas rassuré. Sa conclusion n'a pas rassuré. Donc je voudrais que le chef de l'État, parce qu'il faut un discours officiel pour rassurer tout le monde. Nous n'avons pas... Encore que c'est lui le chef des armées. C'est le chef de l'État, c'est le président Patrice Talon qui a été élu par les Béninois. C'est à lui que nous avons donné mandat pour assurer notre sécurité. C'est à lui que nous avons donné mandat. Parce que, regardez, vous savez, les Béninois, qu'est-ce qui provoque la violence? De 21h, de 9h du matin à 21h, je n'ai pas le courant chez moi. À 2h du matin, je n'ai pas l'eau chez moi. Et déjà, tout ça là, dans la tête, ça boue dans votre tête. Vous avez déjà cette colère-là que vous ruminez et vous arrivez là, pour rien du tout, on vous verbalise, on vous demande 10 000 francs. Vous voyez comment ce que ça entraîne chez le citoyen. Donc, je voudrais qu'on fasse tout pour faire descendre la fièvre. Parce que la température est à un niveau très élevé. Et quand moi, je n'ai pas voulu commenter le discours, cette conclusion, j'ai dit, attention, il ne faut pas faire ça. Parce que quand c'est comme ça, ça veut dire que désormais, c'est du tac au tac. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Hein. Ça ne va pas arriver. Alors, Edouard Adodé, dans un contexte où pendant longtemps, les autorités gouvernementales et les autorités policières ont appelé à ce que nous avons appelé, à ce qu'elles appellent, disons, la construction de la sécurité participative. Le citoyen est appelé à aider la police à ce que la sécurité règne dans le pays. Dans ce même temps, est-ce qu'il est possible de comprendre l'attitude de la police républicaine aujourd'hui où on griffe certains de ces éléments qui sèment la psychose au niveau des citoyens? Bon, aujourd'hui, moi, je suis peiné parce que ce n'est plus une question de certains de ces éléments, parce que, comme vient de le rappeler le doyen Soudé, même le premier responsable, la première autorité au niveau de la police, dans son langage, on a l'impression que c'est pratiquement la même chose. Parce que j'ai écouté la réplique ou la réponse du directeur général de la police républicaine à un député, mais moi, j'ai été peiné de sa réponse. Le député, dans son rôle de demander des comptes par rapport à ce qui se passe dans le pays, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas en règle qu'on ne peut pas dénoncer? Je pense bien qu'il y a un problème qui se pose. Exactement comme l'a dit le doyen Soudé tout à l'heure, quelqu'un qui, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la police communautaire, comme ils ont l'habitude de le dire. C'est-à-dire, c'est l'idéal même, c'est-à-dire que la production de la sécurité ne soit pas seulement l'affaire du policier, mais que ce soit collectivement que nous produisions notre propre sécurité. Mais quand c'est comme ça, et qu'aujourd'hui, on veut que celui qui dénonce soit d'abord en règle, alors que celui-ci qui n'a pas, qui a peut-être les pneus de sa moto est usé, et qui est témoin d'une infraction, aura peur de se rendre à la police parce que se dira que je ne suis pas en règle, donc je laisse l'infraction partir, je ne veux plus informer la police. Quand c'est comme ça, la coproduction de la sécurité pose problème aujourd'hui au Bénin. La police communautaire, tant prônée par la police républicaine dès sa création, parce que c'est ça ce qu'on nous a inventé, que si on crée la police avec la création de la police républicaine, c'est pour qu'on puisse arriver à une police communautaire, puisque autrefois c'était pas ça, le policier était comme l'adversaire, était comme l'ennemi des populations. Mais aujourd'hui, on veut que le policier soit vraiment, et la population soit en collaboration pour la position. Mais en même temps, on demande que celui qui veut collaborer soit totalement en règle. Je pense bien qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Il faut revoir les éléments de langage, parce que c'est à partir des éléments de langage que toute station se pose sur le terrain. Si déjà au niveau de la hiérarchie policière, il y a de ces langages, il y a de ces réponses qui sont données à un député, je pense bien qu'il y a un problème qui se pose. Edouard Adodé, quand on finit de dire ça, est-ce que quelque part, il ne faudrait pas aussi appeler les citoyens aussi à se mettre en règle et surtout à revoir leur comportement vis-à-vis des policiers? C'est ce qui est naturel, c'est ce qui est même normal.
chacun doit être en règle vis-à-vis de la loi. Lorsque nous sortons, nous devons être en mesure vraiment d'être ou de vérifier que tout ce que nous devons faire, tous les actes que nous devons poser sont vraiment en phase avec la loi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut arriver que moi, j'ai été témoin d'un cas à Parakou où quelqu'un a perdu son rétroviseur, c'est un motocycliste, et il avait gardé, le rétroviseur est cassé, il a gardé ça en main. Le policier l'arrête pour dire que non. Le temps d'aller acheter. Le temps d'aller réparer parce qu'il a quitté, il n'était pas au centre-ville, il a quitté les périphériques pour le centre-ville. Mais on l'a arrêté, dit bon, qu'il y a défaut de rétroviseur. Mais le gars dit, mais voici mon rétroviseur qui est. C'est en ville que je pourrais réparer ce qui est cassé. Mais c'est difficilement que les policiers l'ont laissé. Il a fallu que tous nous qui étions là interviennent pour qu'on puisse le laisser. Donc je pense qu'il faudrait qu'on voit les choses, les éléments de langage. Il faut qu'on contextualise certaines choses. J'ai été heureux la dernière fois quand j'ai écouté le porte-parole de la police républicaine qui parlait du cas des enfants où on parlait de switchage, où il est venu préciser qu'il faut un âge de 10 ans. Et il dit encore, est-ce qu'il y a 10 ans aujourd'hui, l'enfant qui a l'âge de 10 ans, est-ce qu'on peut le confier à un seul dans notre contexte sécuritaire? Donc je pense bien qu'il faudrait qu'on voit ces choses-là. On aura compris, le temps, c'est cette denrée qui nous est chère par ici. On va aborder le deuxième sujet, Alphonse Moïse Soudé, démission en cascade, limogeage au palais de la République. Est-ce que vous avez l'impression que le président Patrice Talon est en train de faire une opération de purge? Les ouvriers de la première heure, vous savez, qui vous souvient, ceux qui ont suivi un peu, depuis 2012, au lendemain du discours de Boni Yahi, son émission à cœur ouvert, 1er août 2012, il y a des noms qui ont été cités. À la fin de tout régime, pour les observateurs, il faut voir, sous le président Soglo, avec Le Monde, le ministre des Finances, qui n'a pas supporté qu'au cours d'une sortie que le chef de l'État ait fait un vœu de victoire. Il a dit non, nous sommes tous candidats, donc il ne devait pas faire. Quand vous prenez avec Mathieu Kérékou, c'est arrivé. Avec l'historique UBF. Et quand vous prenez avec Boni Yahi, si le président d'aller à gauche et à droite, on a vu comment ils ont très tôt quitté. Ici, maintenant, il y a des gens qu'on est en train de débarquer. Parce qu'au cours d'une émission, j'ai suivi le chef de l'État dit on ne parlera pas de candidat à la présidentielle que 6 mois avant. Le chef de l'État était clair. Nous sommes à 2 ans. Il a dit ce sujet-là ne sera abordé que 6 mois avant la présidentielle. Depuis 1990, aucun président n'a encore réussi à imposer son dauphin. Aucun président n'a encore réussi à imposer son dauphin. Et quand le chef de l'État, il a encore la manette en main, qu'il y a des gens, il y a des suscitations de candidature, parce qu'il faut le reconnaître qu'il y a eu des suscitations de candidature, le chef n'a pas aimé. Et ce qui pouvait, aujourd'hui le patron des renseignements, on l'a envoyé très loin. Il est allé en Haïti, très loin. C'est-à-dire que je ne peux pas t'avoir à côté de moi, mais il faut que tu ailles loin de moi. Si je ne peux pas te trouver loin, je te dépose. Oui, mais dans le même temps, peut-être que c'est à ce poste que le chef de l'État a besoin de lui. Non, faites un peu les analyses. J'ai dit les premiers ouvriers sont en train d'être débarqués. Ça veut dire qu'on veut renouveler la classe autour du chef de l'État. Le chef de l'État veut nous renouveler la classe politique. Le chef de l'État, certains demandent que le jeu soit ouvert, que normalement susciter une candidature ne devrait pas a priori poser un problème. Tout le monde est candidatable. Maintenant, il revient au niveau des partis politiques, quand on va faire les primaires, de choisir les personnes amènes de représenter le parti. Mais on ne peut pas empêcher des citoyens de se réunir pour dire nous on propose que Tantan Pion soit candidat. Une chose est de proposer Tantan Pion, une chose est que Tantan Pion travaille sur le terrain pour réussir, mais évoquer le nom de quelqu'un ne devrait a priori pas poser problème pour moi. J'estime que ça ne doit pas poser problème parce que dans tous les partis, quand vous tendez un peu l'oreille, on va dire X va être candidat, Y va être candidat, mais je dis il revient aux instances des partis politiques de désigner par primaire, parce que c'est la forme la plus simple de démocratie dans les partis politiques. On ne doit pas imposer un candidat. On ne doit pas empêcher des gens de nourrir des ambitions politiques. Une chose est de nourrir les ambitions politiques, une chose est d'avoir les moyens de se faire élire. Ce n'est pas la raison officielle. En politique, depuis 2016, je prends tous les Béninois témoins. A-t-on déjà débarqué un ministre et par la suite on a donné la raison officielle pour laquelle on a débarqué le ministre? A-t-on déjà limogé un DG et par la suite on nous a dit en conseil de ministre les raisons pour lesquelles on est habitué à ce silence-là. Quand on débarque quelqu'un, personne ne vient nous justifier pourquoi on l'a débarqué. On apprend seulement. Écoutez, prenez le cas du ministre que nous on avait
entendu qu'il est parti, on a dit non, le porte-parole a dit non, mais finalement, c'est ce même porte-parole qui a confirmé. Donc, on est habitué à ce schéma de ne pas nous rassurer quand il y a problème. D'accord. Alors, Edouard Dodé, 5 collaborateurs proches des personnes de première heure, comme le dit Alphonse Moïse Soudé, démission, limogeage. Est-ce que vous pensez que le président Patrice Talon est en train de revoir un peu la façon de mener, de diriger la manette? Oui, je pense bien que Patrice Talon est bien dans son rôle. Il démontre chaque jour qu'il est le seul chef à bord de son navire. Il n'y a pas un autre commandant, c'est lui qui commande, c'est lui le capitaine à bord, et c'est à lui de placer chacun à un poste donné. Il faut prendre la situation au cas par cas. Si je prends le dernier cas, le cas de l'ancien de l'Est, chef des renseignements, je pense bien que pour moi c'est un déplacement mérité, c'est un déplacement, puisque aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans le nord du pays en ce qui concerne les attaques djihadistes, je pense bien qu'il est temps qu'on puisse vraiment bouger les pions pour voir est-ce qu'il y aura un changement. Quel est le rapport avec ce qui se passe au nord et le fait d'envoyer l'ex-chef des renseignements en Haïti? Si on parle aujourd'hui, quand on parle des attaques terroristes, c'est une question hautement sécuritaire, et ce qui demande qu'il y ait de proactivité. Le colonel, que Zomaon, Pamphile, a échoué. Non, quelque part, pour moi, c'est que au départ, c'était pas mal, mais arrivé à un moment donné, il faudrait qu'on puisse se poser des vraies questions et situer les responsabilités, parce que si on a, avec tout ce qui a été investi dans la défense dans notre pays, les recrutements, l'équipement, tout ça, et qu'on continue de déplorer des cas d'attaque, d'incursion, ça pose un problème de renseignement. Pour moi, c'est que les services de renseignement ne font pas bien leur travail, parce que les individus qui viennent perpétrer ces coups dans notre pays viennent de quelque part et séjournent pendant quelques heures, des jours même avant. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire... Donc, pour moi, ce n'est pas une question politique. Une minute, M. Dodé. Ce que vous êtes en train de dire là, quel lien on pourrait faire entre les renseignements et le haut commandement militaire qui est quand même à l'œuvre depuis quelques années? C'est une chaîne. C'est une chaîne. Le haut commandement militaire fait son travail. Sur le terrain, on voit les actions sur le terrain. C'est les renseignements qui devraient forcément fournir certaines informations au haut commandement militaire pour que les stratégies soient définies afin d'étouffer les velléités d'attaque. Mais aujourd'hui, on est surpris. Il n'y a pas longtemps, on parlait d'un commissariat à Kandi. Il n'y a pas eu de suite. Après, c'est à Malanville. Et quand c'est comme ça, je pense bien que pour moi, le chef de l'État est dans son droit de pouvoir déplacer les pions, histoire de chercher le bon bout du tunnel par rapport à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans la Liborie, il y a de la psychose, les populations ne sont pas en paix. Quand on parle de la paix, ce n'est pas seulement rester chez soi, dormir, mais lorsque psychologiquement ça ne va pas, ce n'est pas bien. Donc il faudrait travailler sur les renseignements. À votre avis, maintenant, sur les questions des autres... Ce changement pourrait alors apporter un plus dans la lutte contre le fléau du djihadisme? Oui, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que moi je souhaite personnellement. Alors, pour les autres cas, si vous le permettez, pour les autres cas, j'épouse pleinement l'analyse de doyen Soudé. Nous avons tous une certaine liberté de penser, d'agir. Celui qui pense qu'il est présidentiable, qui peut être candidat, c'est son rêve, c'est ça. On doit le laisser s'exprimer librement, quitte au parti politique au dernier moment de décider de qui sera candidat. Au plan nation, le maïs est devenu une denrée assez chère. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le maïs est devenu la nivaquine au point où le gouvernement en Conseil des ministres a réagi et promet des mesures? Au NASA, je rends hommage à mon frère Benjamin Soudé, les gens savent, il a travaillé à ce niveau-là, il est ingénieur agronome. C'est une structure qui a été installée avant Yahi. Et parce que nous avons vécu plusieurs fois cette crise, on a dit il faut mettre des magasins au NASA, c'est la sécurité alimentaire. Il faut stocker les maïs. Mais quand on est arrivé en 2016, déjà en 2021, on avait eu cette crise-là et les gens ont déploré le fait qu'on ait fermé tous les magasins de NASA parce qu'on stockait du maïs, on permettait aux gens. Parce que dans une maison, il faut avoir du maïs, il faut avoir du sucre, il faut avoir du gari. Quand vous n'avez pas l'argent pour acheter des fruits, des choses, au moins ça, on va faire beaucoup de choses avec. Donc, on n'a pas pris la mesure des choses. Nous avions déjà subi cette crise-là en 2021. Mais de 2021 à 2024, qu'est-ce qui a été fait?
qu'est-ce qui a été fait? Parce que ça, moi je dis, c'est bon. Le gouvernement estime qu'il a interdit l'exploitation officieuse des denrées alimentaires, mais qu'il a été combattu entre-temps par d'autres acteurs. Non, est-ce que c'est l'exploitation? Le gouvernement devait constituer des stocks. Le gouvernement devait constituer des stocks. Parce que le paysan qui produit son maïs, vous ne pouvez pas l'obliger à vendre. Il choisit à qui vendre en fonction de ses intérêts. Mais le gouvernement devait constituer des stocks. C'est pour ça qu'il y a eu au NASA. Et ça permettait dans chaque ville, il y a des magasins où... Dès que le problème se pose, les gens allaient se ravitailler. En période de soudure. En période de soudure. Donc je dis, quand on a fermé ces structures en 2016, la première crise est terminée en 2021. On a réfléchi, on a proposé des solutions. Les gens ont même demandé pourquoi ne pas ramener encore ces magasins de stockage-là. Ça n'a pas été fait. Voilà, en 2024, j'ai suivi un peu les explications du ministre de l'Agriculture. C'est pas possible. C'est pas possible parce que si on avait ces stocks-là, que l'État aidait, l'État avait, à travers ces structures, chaque fois, rachetait peut-être le maïs chez les paysans, les mettait en stock, on n'aurait pas eu ce problème-là. Vous savez, en temps, on a eu le même problème avec le gari dans ce pays. On a dit que frauduleusement, le gari sort. Moi, je suis resté dans un pays où une mesure de gari, je prenais ça à 1200. Pourtant, ça vient de mon pays, je prends ça là-bas à 1200. Donc, le paysan qui sait que ailleurs, on peut lui prendre sa chose, ok. Alors qu'ici, l'État pouvait racheter ça, constituer des stocks et en période de soudure, l'État met ça à la disposition. Mais ça n'a pas été fait et puis ça revient. Je crois que peut-être cette fois-ci, vu que le prix augmente et que les gens réagissent, parce que tout le monde utilise le maïs. Le maïs, c'est le minimum qu'on a chez nous. Absolument. Disons que c'est même l'alimentation de base, pour ne pas abuser. Allez, le temps nous file entre les doigts. Edouard Dodé, le ministre Gaston Dossoui estime que les Béninois pourront sourire dans quelques mois avec les mesures du gouvernement face à la cherté du maïs. Bon, c'est le souhait des uns des autres parce que, comme vous l'avez rappelé, c'est l'aliment de base. C'est l'aliment de base pour les Béninois. Mais c'est déplorable qu'on en arrive là puisque on avait les moyens de pouvoir anticiper sur cette crise-là. Et aujourd'hui, je déplore même l'attitude des commerçants béninois. C'est pas parce que le produit n'existe pas qu'il est cher aujourd'hui. Non, la rareté appelle la cherté. Voilà, donc c'est une rareté bien programmée. C'est de la spéculation. C'est de la spéculation. C'est surenchère que nous notons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui ont stocké, des privés qui ont stocké et qui guettaient ce moment pour pouvoir vendre. Et c'est ça ce qui est déplorable dans l'attitude du Béninois. On cherche de l'argent, mais on est prêt à affamer le peuple pour pouvoir chercher, pour avoir de bénéfices, de gros bénéfices. Quand c'est comme ça, je pense bien qu'il y a un problème qui se pose. Il faudrait qu'on nous réduise davantage pour que nous puissions comprendre le patriotisme au-delà de tout, puisque lorsque vous prenez, pour moi, quand vous gagnez de l'argent dans cette condition, ce n'est pas bien, ce n'est pas bienséant pour le commerçant, puisque nous en avons produit suffisamment, mais aujourd'hui, quand on arrive à acheter le kilogramme à 400 francs et 450 francs par endroit, je pense bien que c'est une... j'ai envie de dire que c'est un crime qui est en train d'être, parce que aujourd'hui, on connaît le pouvoir d'achat des Béninois. Espérons que cette crise soit jugulée pour le bonheur des Béninois. Allez, on va quitter le Bénin pour le Sénégal. Voici la page inter. Interactu nous emmène chez le président Bassirou Diomaye Faye, Alphonse Moïse Soudé. Il commence par faire ses premiers pas en matière de diplomatie. Le président sénégalais était chez son homologue mauritanien. Vous savez, tout président africain élu dans son pays doit avoir des rapports de bon voisinage. Le voisin d'abord. Vous savez, il y a beaucoup de Mauritaniens au Sénégal. Il y a des Sénégalais en Mauritanie. On dit visite d'amitié, de travail. C'est pour faire le point des relations. Parce que il faut que vous vous entendiez avec votre voisin. En cas d'attaque, en cas de difficulté, il pourra vous venir en aide. Donc, il a continué. Ce que le régime Macky Sall a commencé, il faut renforcer les coopérations parce qu'ils ont plusieurs choses à échanger, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de la technologie. Il faut aller chez l'autre pour voir qu'est-ce qui fait de bien que je peux amener chez moi. C'est ce que le Faye est en train de faire. Et je crois qu'avec les cadres du PASTEF, c'est ce qui se retrouve dans le projet, le programme de société. Donc il a commencé par dérouler petitement. C'est ce qu'on appelle une diplomatie offensive. Il faut d'abord aller chez les voisins. Ce n'est pas d'aller chez ceux qui sont loin de nous, mais il faut être en bon terme. Parce que ouais, si les produits qui
qui sont fabriqués en Mauritanie peuvent être exportés vers le Sénégal. Et ce qui se fait au Sénégal, vice-versa. Donc, on permet aux opérateurs économiques de ces deux pays-là d'entrer en échange. Et ce qui rentre, c'est les devises que le pays gagne. Parce que si on envoie de l'extérieur, forcément, les douanes sénégalaises vont faire leurs opérations, les douanes mauritaniennes vont gagner de l'argent. Donc, il veut d'abord consolider les liens avec les pays de son entourage avant de mettre le cap sur l'extérieur. Sur l'extérieur. D'accord. Alors, généralement, pour les pays francophones, quand un président est élu, c'est d'abord un pays occidental qui l'accueille. Mais Diomaye Faye a choisi d'aller en Mauritanie, M. Dodé. Oui, je pense bien que c'est du panafricanisme raisonnable, c'est du panafricanisme agissant de la part de Faye, parce que il faut pas seulement annoncer sa fierté d'être panafricaniste, mais il faut poser des actes qui prouvent que on croit à ce qu'avec la coopération Sud-Sud, on peut faire de grandes choses. C'est ça d'abord ce que moi je note dans ce premier pas de Diomaye Faye, qui considère d'abord ses voisins immédiats, qui sont les premiers collaborateurs, ou les premiers présidents collaborateurs avec qui il devait échanger beaucoup plus avant les Occidentaux qui, je ne dis pas qu'il faut forcément mettre une barrière entre l'Afrique et l'Occident, mais il faudrait considérer les relations Sud-Sud pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Et ainsi, nous pouvons même donner de la valeur à notre coopération. Mais si toute notre coopération est d'abord basée sur ceux qui sont hors du continent, je pense bien que ça biaise le débat. C'est ça qui fait que nous ne sommes d'ailleurs pas considérés. Parce que lorsque vous courez derrière quelqu'un, la personne vous considère moins. Mais lorsque vous reconnaissez votre place et que vous savez que vous avez des frères avec qui vous pouvez collaborer, vous pouvez travailler, celui qui vient de loin vous accorde plus de respect. Donc aujourd'hui, c'est du panafricanisme agissant que je vois au niveau de Diomaye Faye. Et même s'il n'était pas un grand diplomate, si tout son regard vers le Bénin par rapport aux crises que le Bénin a connues avec ses voisins, il était de bon ton qu'il évite ces genres de crises en considérant ses voisins, même si ses voisins ne sont pas aussi forts que le Sénégal pour certains. Je pense bien que c'est de la civilisation et du panafricanisme raisonnant. D'accord. Allez, mesdames, messieurs, voilà, nous allons aborder donc la dernière marche de cette émission. Ça va être les potins du net. Mesdames, Messieurs, nous allons plutôt faire, disons, une incursion dans la caricature de presse et nous allons rester dans ce numéro de Club à Mediaset avec les dessinateurs du déchaîné du jeudi. Et nous allons envoyer déjà donc la première image et vous allez comprendre pourquoi. Le maïs file du mauvais coton. Alphonse Moïse Soudé, on peut dire que là c'est de la vraie titraille avec nos amis du déchaîné, le déchaîné du jeudi. Vous savez, c'est un journal que j'aime bien acheter, hein. J'aime bien lire ça parce que vous voyez la figure de style. Oui. Pendant longtemps, on a dit aux Béninois qu'on peut vivre du coton. Et les Béninois ont abandonné les cultures vivrières au profit du coton. Vlan, on a dit le coton, ça ne donne plus. On est allé vers le soja. Le soja, allez, paf, on s'est attaqué au soja et le Béninois, maintenant, revient au maïs et on se plaint pour dire on se plaint que bon, nos paysans refusent de vendre leurs produits. Ils stockent leurs produits à la maison, ils spéculent. Donc, aujourd'hui, du coton, on est passé au soja, on n'a pas pu atterrir sur le soja. Maintenant, le maïs nous dit sa loi. Le maïs est en train de filer du mauvais coton, c'est le caricaturiste du déchaîné du jeudi qui le dit. Je m'en voudrais si je ne félicite pas vraiment ce journal pour ce travail formidable. Chaque jeudi matin, j'ai hâte d'aller voir ce qu'ils ont à la une. Tous les titres sont vraiment des titres qui font rire, mais qui traduisent l'état d'âme des Béninois, ce que les Béninois pensent de ce qui se passe autour d'eux. Donc je pense bien qu'aujourd'hui, vraiment, le maïs file du mauvais coton. Je ne vous écoute pas, mais sur la caricature, on voit un père de famille qui est en train de compter les graines de maïs. Et sa femme qui s'étonne pour dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça me rappelle l'une de ces vidéos qui a circulé également, où un père de famille disait d'attendre pour que le maïs soit montré devant la mère de famille. Il ne faut pas laisser et retourner à la maison parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher. Donc, il faudrait veiller sur chaque grain de maïs pour que ça ne soit pas... Rationner. Voilà. N'est-ce pas? Il faut éviter le gaspillage.
moi, il compte. C'est-à-dire, pour écraser, pour faire la bouillie, je te donne 20 grains. Avec ce là on va même éviter même les visiteurs imprévus parce qu'aujourd'hui. Ça promet. Allez, avec le déchaîné du jeudi, on va retrouver la deuxième image. Alors là, on voit, disons, une dame qui interpelle son mari. Chérie, je te présente mon père. Alors là, le père qui dit, mais attention, le chéri qui dit, mais voici, c'est le tontinet qui me devait et qui est parti. Et là, on est dans une situation abracadabrante. Mais oui, cette affaire de tontine, il faut beaucoup faire attention. Parce qu'il y a des gens qui ont des motos avec des cartes, les matins déjà à 6h30, ils klaxonnent, et puis les bonnes dames sortent, remettent l'argent. Pas que les bonnes dames, il y a aussi des ouvriers. Oui, et puis un jour, c'est-à-dire, bon, il est honnête jusqu'à un moment donné, après il disparaît, et puis bon, sans adresse, vous allez dans sa maison, dire qu'il n'est plus là, un matin, personne ne le voit, donc lui, ça veut dire quoi? Quel que soit là où vous vous cachez, là, il y a des gens qui dorment. Donc, si vous posez un mauvais acte, avec le temps, on finira par vous prendre. Il n'a jamais pensé qu'on pouvait... Que sa fille allait lui ramener son gars. Un de ses clients. Voilà. Allez. Quand vous voulez agir, il faut toujours agir dans le bon sens. D'accord, oui. C'est un beau jour pour le beau-père, puisqu'il a retrouvé un gendre qui lui devait, ça dit que la dot sera doublement donnée. Ah non, c'est pas le gendre qui doit, c'est justement c'est le beau-père qui doit. Ok, je sais pas, j'avais pas compris. Ok, donc si c'est le beau-père qui doit, ça veut dire que... Bon, je me demande si le gendre pourra encore réclamer... Non, le gendre a déjà payé. Il va considérer ça comme ça. Oui, bon, peut-être que la dot, il a déjà anticipé sur la dot, donc... Allez, vous avez remarqué avec le déchaîné du jeudi, l'information est là, avec le sourire. On va boucler certainement avec cette troisième caricature, toujours avec le déchaîné du jeudi, ne vous en faites pas, certainement dans nos prochaines émissions, on fera un clin d'œil aux autres dessinateurs aussi, pourquoi pas si on a de la matière. Allez, troisième image avec Émile, mon réalisateur du jour. Alors là, on voit le célèbre acteur, je dirais personnage, Loki, donc qui est en train de dire, mais attention, là, il a allumé sa télévision, sa chérie, sa femme lui demande, mais pourquoi il n'y a que des chaînes arabes qui se passent? Et le gars dit, non, c'est un problème certainement de réseau, de connectivité. Mais dans sa tête, il dit, non, c'est fini, hein. Tu regardes rien que les chaînes arabes parce que je ne veux pas faire de féminisme chez moi. Mais oui, il a décidé de couper l'abonnement. Parce que peut-être avec sa femme, il y a des chaînes qui sont réservées aux femmes pour même regarder le football, bien sûr, le journal, il faut négocier avec la femme. Là, ça suppose que la femme ne comprend pas la langue arabe. Oui, donc il a refusé de faire l'abonnement, ce sont des chaînes gratuites. Donc il ne veut plus mettre son argent dans l'abonnement parce que c'est lui qui paie l'abonnement, mais il est privé de télé. Il est privé. Donc c'est parce que tu suis les chaînes françaises, tu comprends français que tu viens faire débat avec moi. Maintenant, écoute, tu regardes les dessins sur les chaînes arabes et puis incident clos. Alors, Edouard Dodé, est-ce que vous êtes d'accord avec Moussa Fossou? Non, mais si déjà les féministes estiment qu'il faut donner un salaire à la femme au foyer, je pense bien que Loki... Elles n'ont jamais dit ça. Estime, j'ai dit... Elles n'ont jamais dit ça. Les féministes estiment que la femme qui est au foyer mérite un salaire. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que... D'accord. Voilà. Alors, si déjà il y a de ces pensées qui sont véhiculées à travers nos petits écrans, je pense bien que Loki a bien raison de sécuriser sa femme à lui pour que cette philosophie ne travaille pas sa tête pour qu'un jour on lui demande une fiche de paie et qu'il soit... Donc, je pense bien que Loki a pleinement raison au-delà de l'aspect économique de sa décision, c'est-à-dire éviter peut-être les abonnements. Surtout que dans les pays arabes, on ne permet pas aux femmes d'émerger facilement. Voilà. Donc, c'est une question culturelle. Il faut regarder là-bas. Ça s'arrête là. Voilà, donc il voit que le modèle parfait de la femme en société, c'est chez les Arabes. Donc, c'est une stratégie, c'est une bonne politique à l'interne pour être en paix, parce que généralement, lorsque vous avez une femme très féministe, ce n'est pas facile qu'elle m'en excuse. En tout cas, ce qui est sûr et certain, nous, hommes, on gagnerait à aider les femmes dans leur émancipation. Cela va certainement nous aider également. Mais il faut savoir mettre les garde-fous, savoir que il y a des limites. Il faut que les femmes cessent aussi de faire la grande gueule.
Parce aucun homme n'accepterait que sa femme lui crie dessus, lui donne des ordres. Il faut être doux. Quand vous voulez demander, il faut être doux et on vous le donnera. Ce qui est sûr, le combat va se poursuivre, pas sur les rings, ni dans les langages qui vont, disloquer les couples. C'est cette façon à nous, donc, mesdames, messieurs, d'appeler les uns et les autres à la collaboration dans les couples. Alphonse Moïse Souré, merci d'avoir été là. C'est la fin de Club Média 7 de ce jour. C'est moi qui vous remercie. Allez. Edouard Dodé, vous nous direz, vous transmettrez à nos amis de la cité des Kobourou nos fraternelles salutations. Je ne manquerai pas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Okay. Allez, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de Club Média 7. Bonsoir chez vous.